Mesdames et messieurs, n'ayez crainte, ceci n'est qu'une émission de télévision qui cause bien la France. Pape François, qui au lieu de bénir, fait comme ça, comme une champouineuse. Mais c'est abominable. Il fait des petits saluts ridicules comme une femme américaine. L'étranger, s'il est chrétien, européen, ne pose pas les mêmes problèmes que s'il vient de Bamako ou de Tunisie. Une femme dans le lieu près de l'âtre et près des berceaux, probablement ça vous fait frémir. Je trouve que c'est la plus belle image qui soit. J'ai 3 héros en histoire, et ce sera ma réponse. J'aime Léonidas au défilé des Thermopyles, qui tentait d'arrêter l'arrivée des Perses. J'aime Charles Martel, qui a arrêté les Arabes à Poitiers. Et j'aime infiniment Don Juan, qui a chassé les Turcs à la bataille de Lépan. Mesdames et messieurs, monsieur le bâtonnier Marc Bonan. Marc, oui, Marc, pas maître ni monsieur, Marc, car au fond, avant d'être celui que l'on nomme le Mozart du barreau et celui qu'on invite à tour de bras sur les plateaux de télé pour son bagou inimitable qui fait de vous, dit-on, le meilleur improvisateur d'Europe, vous êtes Marc, un Genevois de 71 ans, accro à l'imparfait du subjonctif et réfractaire à toute forme de modernité, qui a plutôt bien réussi dans la vie. Du divorce au meurtre, vous protégez depuis 44 ans le derrière et les arrières des puissants de ce monde avec une efficacité troublante et une aisance enviable. Avant de faire chauffer votre art oratoire pour Safra, la famille d'Edouard Stern ou la veuve de Yasser Arafat, vous avez été ce fils de diplomate dont vous rêviez suivre le chemin et d'une mère dont les repas de famille étaient déjà composés d'avocats. Plus jeune bâtonnier de l'ordre des avocats genevois à 41 ans, vous êtes aujourd'hui une personnalité publique unique qui joue son rôle à merveille entre nostalgie assumée, provocation ciselée et humour volontaire. Sur scène notamment en déroulant des plaidoiries pour Jésus, Socrate ou encore Baudelaire et en tenant BHL Anjou dans un jeu de joutes pour savoir si Wagner était oui ou non antisémite. Tour à tour détesté pour vos prises de position toutes personnelles du monde actuel et adulé pour votre maîtrise de la langue, la vôtre reste inexorablement bien pendue et vous ne semblez pas vouloir la ranger contre le palais. Le vôtre, pas le palais de justice, puisque la retraite c'est un peu le seul sujet de société qui ne vous donne pas envie d'en rajouter. Bon, allez, vous nous rejoignez ? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Mais à ravir. Bienvenue. Heureux d'être accueilli. Alors, Fred vient de dresser votre portrait. Alors très succinct, on aurait pu en rajouter encore quelques heures. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes contrarien? On vous a entendu là sur un débat. Si je suis contrarié. Oui, contrarien. Allez à l'encontre de ce que veut penser la bienséance. Écoutez, le fait que je n'assume aucune responsabilité politique, que ma parole ne porte que de manière très tempérée, me permet d'avoir une parole libre. Je n'ai pas à plaire, je n'ai pas à réunir, je n'ai pas un électorat à flatter, je n'ai pas un patron à qui je dois de l'obéissance et de la déférence. Déplaire, c'est pas une manière de plaire aussi quelque part? Alors, vous savez ce que disait Monterland, le plaisir aristocratique de déplaire. Plaire est une nécessité de commerçant. Et je n'éprouve pas cette nécessité-là. Le hasard de la vie, laquelle m'a beaucoup caressé, me restitue à la liberté des êtres comblés. Alors, on vous entend beaucoup, on vous entend partout, où on vous entend le moins, c'est sur les réseaux sociaux. C'est une des premières chroniques de l'émission. Ça a été très compliqué de dresser votre portrait virtuel. J'ai quand même un peu essayé droit dans le mur. Ce soir, je me prends le mur de Marc Bonan. Sur Facebook, vous avez 2344 personnes qui vous suivent sur une page que vous n'avez même pas créée vous-même. Même chose sur ce compte qui atteint misérablement le nombre de 5 amis. Alors pour vous retrouver sur les réseaux sociaux, il a fallu fouiller chez vos fans et vos détracteurs. Marc Bonan et son art oratoire, c'est quelque chose quand même. La salle d'attente de Marc Bonan est sûrement l'un des carrés VIP les plus cotés d'Europe. Sauf que Marc Bonan, lui, est écœurant de par ses opinions. Je trouve que monsieur Marc Bonan devient un peu gaga. Ce monsieur devrait se mettre au Galta.
On désarme les Français de leur intelligence et on est la risée des intellectuels brillants étrangers comme Noam Chomsky et Marc Bonan. Plouc suspendu aux lèvres de Marc Bonan. Marc Bonan, c'est pas un pseudo de Zemmour. Marc Bonan est franchement raciste. Ses propos sur l'islam sont-ils acceptables sur la RTS? Arrêtez d'interroger cette momie. Marc Bonan, plus il vieillit, plus il raconte des sottises. Et l'on retient surtout les propos glaçants de Marc Bonan dans son rôle de vieux réac adulé par la presse suisse. Et je n'ai pris que les derniers en date, évidemment. Les réseaux sociaux, Twitter? Écoutez, je ne sais pas grand-chose de cela, parce que je n'ai jamais ouvert un ordinateur de ma vie. Alors, je sais que de temps en temps, des choses paraissent dans les réseaux sociaux, on me les rapporte rarement, et je ne dialogue pas. Ce n'est pas un mépris, c'est que ce n'est pas... Ma nature ne m'y porte pas. Mais il y a aussi, et je vais vous citer 2 fois, si tout le monde a une opinion, plus aucune opinion n'importe, la parole de tous devient la parole insignifiante de chacun. En fait, pour vous, les réseaux sociaux, c'est le diable, parce qu'effectivement, les réseaux sociaux, c'est là où tout le monde peut enfin donner son avis en public. Donc c'est vraiment quelque chose que vous exécrez. Alors, le diable, je ne sais pas, mais effectivement, si je devais les penser, je me réjouis, je crois l'avoir dit, que chacun ait une liberté d'expression. J'ajoute généralement que je préférais que la plupart n'en fassent aucun usage. Ce qui me frappe, c'est que personne n'a rien à dire, ou n'a à dire que des choses dérisoires, c'est-à-dire parler de soi. Et donc, je suis très dubitatif lorsque j'entends ces émissions radiophoniques ou télévisuelles où on interpelle l'anonyme, l'inconnu, le damné de la terre, l'indifférent, le médiocre, en donnant à sa parole un intérêt, en feignant que sa parole importe. Je pense qu'il y a peu de paroles qui importent. Et ça, c'est ma première considération. Je n'aime pas dans les réseaux sociaux, d'abord, je crois, les 3 thèses de la palette. Si j'ai bien compris, on doit s'exprimer avec contraction, c'est-à-dire mutiler une pensée. Je n'aime pas aussi ce qu'ils permettent, c'est-à-dire l'anonymat, ce qui encore permet aux êtres de révéler la part vile et sombre de soi. Je pense que le moyen manque de tenue ou conduit à l'incontinence. Et je n'aime pas l'incontinence, celle-là en tout cas. Et je pense que vivre, c'est se tenir. Et les réseaux sociaux, c'est débander. Mais vous le réalisez quand même, aujourd'hui, si on regarde par exemple la dernière catastrophe à Paris, que les réseaux sociaux prennent une place folle, notamment dans la presse, aussi pour les autorités qui peuvent eux-mêmes donner les informations qu'il faut sur le moment. Comment est-ce que vous, qui n'êtes pas dessus, vous jugez ce qui se passe quand il y a des drames comme ça, un peu à la minute, où pendant 24 heures, on est en train de donner plein d'infos à tout le monde et peut-être des fausses aussi? Oui, je ne suis pas convaincu que cette abondance d'informations ait un contenu. Je ne trouverais pas faux qu'avant que d'informer, dans la mesure où il le faut, le public, il y ait un temps de réflexion, de tri, de hiérarchie de l'information. Une information trop immédiate provoque, à vrai dire, non pas la réflexion, mais l'émotif. Vous avez un exemple qui me paraît très très frappant. Un jour, on a vu sur une plage où il y avait été disposé le jeune Elan. Et je crois que ça a provoqué une sorte de tsunami affectif dans le monde entier. Ça a même déterminé des politiques, notamment en Allemagne. Et alors, que la mort d'un enfant soit une tragédie, cela me paraît une évidence. Il en meurt 1 par seconde de faim dans le monde. Ils ne sont pas mis en scène. Alors je me disais, voilà une information qui est tronquée parce qu'elle choisit un mort. Et qui est répétée aussi à souhait sur les réseaux sociaux. Et qui ensuite tourne en boucle. Et tourne en boucle. Et crée ce qui me semble être la négation de la politique, c'est-à-dire l'émotivité. Est-ce que ça ne permet pas justement aux citoyens, aux citoyennes, même s'ils n'ont pas à vos yeux quelque chose à dire, de faire le contrepoids finalement à la pensée unique, entre guillemets, des médias? Mais écoutez, je ne pense pas qu'ils sont en contrepoids. J'ai le sentiment, une fois encore avec l'ignorance que je revendique ou que je peux regretter de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, j'ai le sentiment qu'ils créent la pensée unique, qu'ils y concourent, qu'ils la fécondent. Et je n'exclus pas non plus que le politique aujourd'hui a en guise de réflexion comme premier ressort l'opinion. Ce qui naturellement ne saurait permettre, me semble-t-il, une politique visionnaire. C'est toujours ce problème de l'immédiateté et de l'émotif.
Régis Debray, pour qui j'ai une immense affection et qui est un ami, il disait « Ce qui caractérise les temps que l'on vit, parmi mille choses, c'est le passage du livre au live et de l'amphithéâtre au stade. » Et si j'avais un souhait à formuler, c'est que l'on abandonne les stades pour revenir dans les amphithéâtres et que l'on abandonne un peu le live, c'est-à-dire l'immédiat, le sensoriel, l'évident, pour en revenir au livre. Vous nous prouvez encore une fois ici que vous parlez très bien. C'est un peu votre petit talent parmi d'autres d'ailleurs. Et on a une question juste après le jingle qui n'est pas de nous et qui parle de votre manière de parler. On regarde. Alors, Maître Bonnand, est-ce que ces mots sont de vous? Cornebitouille. Pour l'orateur, la vérité n'a aucune importance. A seule importance la vérité qu'il fait naître, à savoir que la vérité n'est pas, et qu'elle ne naît que de sa représentation et de sa volonté. En conséquence de quoi, si la vérité n'est pas, je ne considère pas que ma quête ait cette vérité pour but. Écoutez, je trouve ça d'une extraordinaire profondeur. Et je ne doute pas que ce soit de moi. Vous avez reconnu Yann Lambiel? Et oui, je l'ai reconnu. Non, mais le propos sur la vérité, je ne sais pas dans quelles circonstances j'ai dit ça, mais si vous me permettez un propos nietzschéen, je considère que la vérité est avant tout un symptôme. Elle ne se dit pas, elle dit celui qui parle. Et au fond, il y a presque une physiologie dans la vérité de tout le monde. Et je pense que le premier scrupule de l'intelligence, c'est pas de dire voilà ce que je pense, mais pourquoi est-ce que je le pense? D'où parles-tu, camarade? Qui es-tu pour parler? Et ce scrupule de savoir qui parle en nous est un scrupule que peu de gens ont, quelques intellectuels parfois, mais pas la plupart. Moi, je me suis toujours demandé, parce que vous dites très souvent, encore une fois ici, que tout le monde ne devrait pas prendre la parole. À quel moment vous avez réalisé que la vôtre devait être entendue? Non, alors d'abord, je ne considère pas que ma parole importe. Une fois encore, j'ai, malgré les apparences, une grande humilité. Et je vais vous dire pourquoi j'ai une grande humilité, c'est parce que j'ai une grande bibliothèque et que je la fréquente beaucoup. L'on ne peut pas avoir l'ombre d'une illusion sur soi. Vous aviez dit une fois, je crois, il faut avoir lu au moins 1000 livres pour oser donner son avis, c'est ça? Non, je ne sais pas si j'ai dit ça, mais j'ai été intrigué. Mais je finis mon propos. Pour avoir une arrogance, pour avoir une satisfaction intellectuelle de soi, il faut être totalement illettré. Vous ne pouvez pas être dans la fréquentation quotidienne du génie des hommes et puis avoir la moindre satisfaction pour vos légères facilités. Donc commençons par dire ça. Maintenant, sur la parole des gens, je ne voudrais pas qu'on voit de ma part du mépris. Je n'en éprouve aucun. J'ai le sens de la hiérarchie, mais je n'ai pas le sens du mépris. Je trouve que la parole doit être choisie. Elle ne doit pas simplement être ce par quoi les êtres se libèrent. La parole doit être pensée, façonnée. Elle doit dire, si possible, chanter, peut-être même enchanter. Et je trouve que beaucoup recourent à la parole, oui, comme un exutoire, comme une manière de se purger, et pas de se purifier. C'est la parole contenue qui purifie, de se purger. Et donc, je n'aime pas cet abandon-là. Alors maintenant, de savoir si les gens ont des choses à dire, bien sûr, ils ont des choses à dire. Tout le monde a des choses à dire. Je trouve qu'ils sont peu, et je me rangerai au nombre de ces peu, à avoir des choses universelles à dire. Se raconter et dire sa tragédie, ses amours, ses espérances déçues, la difficulté de vivre, je comprends. Je ne trouve pas que ce discours-là soit universel. Et j'aimerais que la pudeur conduisît la plupart à ne pas raconter la pauvreté de leurs existences. Alors on vit dans une société où les gens ont besoin de se raconter. Les jeunes se mettent en scène, sur les réseaux sociaux notamment, à l'aide de vidéos. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour que leurs paroles deviennent universelles, justement, à cette jeunesse? D'abord, j'ai avec la jeunesse un rapport, je crois, affectueux, qui n'est pas condescendant. Je vois bien que nous n'appartenons pas au même monde, et ce n'est pas simplement une question de chronologie. Ce que je lui reprocherais, peut-être, et c'est le ressort de mon conseil, c'est d'avoir la certitude que le monde est né avec elle. C'est d'être dans ce frisson adamique ou édénique
du premier homme le premier jour. Alors, vous savez la phrase de Rimbaud, il faut absolument être moderne. Je comprends cela. Il faut être moderne en accueillant le vent qui souffle et peut-être même savoir le faire souffler. Mais sans l'oubli de constances immémoriales. Et ces constances immémoriales, c'est la culture, c'est les racines, c'est la verticalité des êtres. Au fond, ce que je reprocherais à cette jeunesse, c'est d'être très horizontale, avec aussi cette incroyable ambition d'être des citoyens du monde, en oubliant que la phrase est de Terence, et que Terence, comme chacun sait, est un auteur comique. Mais en fait, est-ce que quand on vous traite régulièrement de misogyne, de réac, de raciste, comment est-ce que vous le prenez? Est-ce que ça veut dire que vous avez réussi à dire ce que vous aviez à dire? Est-ce que c'est les autres qui n'ont pas compris ce que vous vouliez dire? Comment est-ce qu'on prend ça? Non, je comprends pas je comprends parfaitement qu'on me réserve ces appréciations. Je les trouve pour partie injustes et chacune mériterait un léger développement. Nous n'avons pas le temps. Misogyne, assurément pas. Antiféministe, totalement, de haut en bas. Mais mon antiféminisme procède du goût éperdu que j'ai de la femme, dans son abstraction, parfois dans son incarnation. Je trouve que lorsqu'elle s'est abandonnée à vouloir faire comme nous, elle s'est dégradée. Nous les hommes, donc. Nous les hommes, oui. Elle s'est dégradée. Ce psittacisme, enfin, cette imitation du masculin, l'a arrachée à sa place naturelle, qui est d'être dans les cieux, objet de culte. Au-dessus de la mêlée. Au-dessus de la mêlée. Qui a décidé ça, en fait? Elle, probablement. Non, mais de la place que vous leur accordez. Pour lutter, pour lutter. Non, mais attendez, enfin, l'histoire du féminisme est une longue histoire. Mais je pense que quelques frustrations sont devenues des revendications politiques, puis sont devenues une mode, et puis on a confondu la revendication avec la dignité des femmes, alors qu'elle se situe bien ailleurs, et bien au-delà, et bien au-dessus. Je vous assure que pour moi, je le disais, je crois tout à l'heure, elle est là, la femme est la preuve tangible de l'existence de Dieu. Il a raté sa première création, nous, structure rudimentaire, obéissante à des tentations d'orgueil et de domination, et puis refaisant sa copie, du temps où il était encore un artiste, il a conçu la femme. Et voilà qu'elle trouve le besoin, depuis 50 ans, de ressembler au brouillon, alors qu'elle était l'œuvre achevée. Mais est-ce que c'est une manière aussi, finalement, de donner un coup de pied au cul à ces gens pour qu'ils réfléchissent à leur manière d'être? Est-ce que c'est de la provocation? Est-ce que c'est... Pour susciter la réflexion? Alors écoutez, parfois on considère que je suis provocateur. Il faut vous y prenez plaisir quand même. Bon, d'être dissonant ne me déplaît pas. J'ai vu un petit sourire. Hein, quand même. De ne pas me reconnaître me va bien. Mais la provocation, alors il faut savoir où elle s'exerce, à l'égard de qui, mais elle consiste à arracher à l'autre ce qu'il a en soi, le provocare, et c'est « je parle en ton nom, mais pour t'arracher ta parole ». Au fond, le provocateur débusque, il ne fait pas naître, il débusque, il fait apparaître. Il y a quelque chose de maïoticien dans le provocateur. Il donne naissance. Alors je trouve que c'est un rôle qui n'est pas mon rôle institutionnel, je n'en ai aucun, mais il ne me déplaît pas de penser qu'au bout de mes phrases, il n'y a pas ce qu'elles sont, mais ce qu'elles ont fait naître. Alors on vous écoute un peu partout, vous avez des fans aussi grâce à votre manière de causer, et dans une planète très très lointaine, on vous a aussi repéré. Bonjour à tous. Dans le cadre de notre investigation en vue d'envahir la Terre, nous avons observé l'un de leurs spécimens, Marc Bonan, un être humain qui tient sur la Terre le rôle d'avocat, un métier adoré par les criminels, les accusés à tort, les femmes qui divorcent et les belles mamans. Il a reçu la Légion d'honneur, la plus haute décoration honorifique française, récompensant les personnalités s'étant illustrées par leurs actions bénéfiques pour la nation. Marc Bonan se trouve donc placé aux côtés notamment de Mimi Mati, Fabien Barthez ou Michel Drucker. Marc Bonan trouve que les femmes ne sont pas faites pour être avocates au pénal, notamment car leur palette vocale est trop mince pour avoir une crédibilité au tribunal, ce qui impliquerait que, dans le métier d'avocat,
la forme importe davantage que le fond et pose la question de savoir si la justice est réellement impartiale ou s'il s'agit davantage d'un simple concours oratoire. Il est monté sur scène pour plaider les procès de Marie-Antoinette, de Rousseau, de Voltaire et de Diderot, des personnalités qu'il est plus facile de défendre légitimement de nos jours qu'au XVIIIe siècle. Alors que, au XVIIIe siècle, on n'aurait eu aucun problème à défendre Dominique Strauss-Kahn, Karim Benzema ou Dieudonné. Marc Bonan est un amoureux de la langue française. C'est pourquoi nous allons laisser quelques secondes de ce sujet sans doublage afin de lui laisser apprécier un moment inédit dans sa vie. Durant notre observation, nous avons remarqué l'attitude étrange de ses congénères au contact de Marc Bonan dans différents environnements. Emmenons-le sur notre planète. Il pourra nous dresser la liste des hommes célèbres de l'histoire avec qui il aurait voulu dialoguer, alors que la plupart des gens préféreraient le voir discuter autour d'un verre avec Pingu, Franck Ribéry ou un vieux vaudois bourré à un comptoir parce que cela serait plus amusant. Merci à tous. Bientôt la Terre sera à nous. Marc Bonan, peut-être des sujets d'une prochaine pièce de théâtre ? Sans doute. Conversation avec des joueurs de football ? Non, avec des joueurs de football. Oui, je ne suis pas convaincu qu'ils aient beaucoup de choses à me dire. Comment j'ai peut-être parmi 1000 travers, j'ai un goût presque exclusif pour l'intelligence des autres. Je ne suis vraiment retenu que par ce que peut l'esprit. Je suis sensible au cœur, ma non troppo. Les émotions, je crois en éprouver, peut-être plus avaricieusement que la plupart, elles ne me portent pas un haut degré d'incandescence. Ma lecture d'adolescent, et qui probablement a dû me déterminer, c'est Monsieur Teste de Paul Valéry. La tentation, non pas de la vision, mais du regard, et les possibles de l'esprit auxquels j'associe naturellement les possibles du langage, car il n'y a pas d'intelligence sans sa forme. Et puisqu'on me fait le reproche de parler avec des complications inutiles, je comprends ça. Si je m'écoutais parler, je serais très sévère. Mais, voyez-vous, je crois qu'il y a une consubstantialité entre les mots et la pensée. La pensée devient claire lorsqu'elle trouve les mots. Et c'est pour ça, puisque vous me disiez que diriez-vous à la jeunesse, c'est essayer, si vous le voulez bien, par la fréquentation des dictionnaires, et non pas des réseaux sociaux, d'avoir plus de 300 mots de vocabulaire, parce que d'avoir plus de 300 mots de vocabulaire, ce qui est à peu près le vocabulaire de la jeunesse d'aujourd'hui et des commentateurs sportifs de la télévision, même des autres, et avoir plus de 300 mots de vocabulaire vous permet d'avoir une palette de pensée infiniment plus vaste. Si l'on comprenait que la parole n'est pas la coquetterie de la pensée, mais la condition de la pensée, elle n'est pas la grâce de la pensée, mais le ressort de la pensée. Autrement, si nous n'avons pas les mots, nous n'avons que des intuitions aléatoires. C'est la forme qui les réalise. Rapidement, des gens qu'on entend dans les médias aujourd'hui qui s'expriment, qui est-ce que vous trouvez intelligent ? Nous ? Heureusement que vous me dites rapidement, parce que... Nous ? Parce que mon invent... Non, mais vous bien évidemment. Mais 1000 personnes... dans les... Qu'on se fasse une idée un peu de ce que vous pouvez apprécier, entendre ou écouter aujourd'hui. Écoutez, d'abord, je regarde très peu la télévision, mais vous serez surpris si je vous dis que j'aimais beaucoup Éric Zemmour. Non pas qu'il soit un orateur, mais j'aime sa manière de débattre, j'aime son regard, j'aime sa vision. Dans le personnel télévisé, j'aime beaucoup Darius Rochebin, qui étonnamment n'est pas un homme de gauche malgré les apparences. malgré le diktat télévisuel. J'aime Darius Rochebin d'abord parce qu'il a fait des lettres, parce qu'il est délicat, parce qu'il arrache au plus indigent de ses interlocuteurs un début de pensée. Parce qu'il vous invite souvent aussi. Oui, mais il m'a invité parfois, mais c'est pas à ça que je pensais. Je lui ai rendu hommage parce que il avait interviewé le président Burkhalter lorsque celui-ci a été élu ou nommé, et il a trouvé moyen de créer l'illusion qu'il était intelligent. D'avoir une âme aussi asséchée, un esprit aussi désertique,
Et au bout d'une interview, donner à croire qu'il avait une substance, j'avais trouvé que c'était un tour de magicien. Un journal qui parle régulièrement de vous aussi, c'est Le Matin, et on les retrouve en duplex depuis la rédaction, juste après le jingle. Bonsoir Thierry Brand, attention, il faut bien causer ce soir, et dites-nous sur quoi vous êtes en train de travailler en ce moment. Bonsoir Fred, bonsoir à tous. Alors vous sous-entendez que je m'exprime comme un cochon d'habitude, c'est ça? Joker. Très bien. Alors écoutez, ce soir nous allons aussi à notre modeste niveau nous interroger sur la diffusion de l'information, sur la vérité, sur les emballements médiatiques dont la presse et les médias sont coutumiers régulièrement. Alors le point de départ de l'histoire dont je vous parle, c'est ce rapport qui a été publié jeudi dernier, peut-être que vous vous en souvenez, sur la maltraitance des animaux en Suisse. On en a déjà pas mal parlé dans les médias. Ce qui est plus intéressant dans cette histoire, c'est que ce rapport a été interprété de manière tout à fait farfelue dans le monde entier. Alors on se retrouve par exemple avec des titres en Angleterre sur le fait qu'il y aurait une agression sexuelle tous les 3 jours sur les chevaux en Suisse, sur le fait qu'il y aurait environ 10 000 personnes en Suisse prédisposées à la zoophilie. Donc tout ça prend des proportions et une interprétation tout à fait curieuse dans le monde entier. On en causait avant, hein. C'est aussi les réseaux sociaux qui font que les news s'enchaînent et peut-être pas forcément de manière juste, quoi, c'est ça? Est-ce que les gens ont tendance à lire peut-être juste les titres? Oui, mais l'abondance des informations contraint à une superficialité. Alors on peut se dire, je préfère ce survol du réel, parce que comme ça j'en ai des intuitions et peut-être parfois ma réflexion peut suivre. Je préfère à la perception l'analyse. Et alors naturellement, les médias, inévitablement, la cadence que la concurrence leur impose, les contraint à donner des nouvelles brutes. Mais quand elles sont brutes, elles ne sont pas authentiques parce qu'elles sont encore choisies. La seule manière de choisir une nouvelle, c'est l'analyse. Et naturellement, les médias ne peuvent pas réaliser ce tour de force aussi parce qu'on a fait naître des appétits d'immédiateté qui fait que l'on veut savoir, que l'on veut s'impliquer. Non, sur le sujet de la maltraitance animale, je n'ai pas lu ce rapport, mais j'ai vu quelques bribes et glanes. C'est un vrai sujet, hein. Bien sûr que c'est un vrai sujet, mais c'est une cause qui provoquerait chez moi la sympathie. Parce que le discours sur l'animalité est un discours qui se rapproche beaucoup du discours sur l'essence de l'homme. Je ne suis pas convaincu qu'à part une aptitude à la conscience, nous soyons d'essence très très différentes. Rapidement, Thierry, est-ce que vous-même vous sentez visé le matin pour cet emballement à travers l'étude? Alors, visé personnellement, peut-être pas, mais en tout cas, c'est vrai que ça nous interroge, nous aussi, sur la manière dont nous pouvons interpréter des événements qui se passent ailleurs dans le monde, que nous connaissons mal, et puis que nous aurions peut-être tendance à interpréter de manière complètement erronée. Oui, oui, bien sûr. Thierry, merci beaucoup pour cette nouvelle. On vous souhaite une bonne soirée. Marc Bonan, merci beaucoup d'être venu nous voir. Je suis ravi, mais je voulais dire à Thierry que je comprends parfaitement la difficulté de ce métier où le rythme est devenu une substance et pas seulement une cadence. Et le rythme est aussi c'est aussi le problème. Sur les plateaux de télé, on arrive à 26 minutes, même 27, 28 ou 29, ce qu'on me dit dans l'oreille. C'est trop court, en fait. C'est trop court. Il faut que vous reveniez et qu'on profite de prendre le temps de discuter. Et puis on va prendre énormément de risques parce que chaque soir, on donne 30 secondes de carte blanche à l'invité. Vous avez la caméra qui est là-bas. Caméra, on va vous laisser. Mais 30 secondes, maître Bonan. 30 secondes. Voilà donc une prouesse. Et on vous laisse faire. Vous m'avez dit que vous voulez un message à la jeunesse. Je lui dirais ceci. Tout le monde vous invite à l'espérance. Moi, je vous inviterai à la volonté. L'espérance n'est pas un état. Il est une attente. La volonté permet de faire. Et il y avait cette fameuse phrase de Sénèque à Lucilius, « Lorsque tu auras désappris à espérer, je t'apprendrai à vouloir ».